Martine Hébert, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Martine, vous êtes violoniste, vous jouez beaucoup de folklore, vous avez fait du classique, mais vous jouez beaucoup de folklore. On a parlé un peu des parties, des jams de musiciens. On va parler des projets que vous avez faits. Est-ce que vous avez fait des CD ou participé à des projets d'albums? Pas encore. Encore? C'est quelque chose qu'évidemment j'aimerais bien faire un jour, mais Oui. plus pour mon plaisir personnel, là. Oui. Plus pour enregistrer des pièces peut-être avec mon père, Oui. garder des souvenirs. Là, Ça serait un beau défi. Pour ça. l'instant, ça serait ça. Oui. Tu sais, j'ai pas de projet. Là, Et puis, est-ce que vous avez d'autres projets, justement des projets futurs au niveau de la musique? Est-ce que vous avez aussi... est-ce que ça serait un projet d'enseigner aux autres? Est-ce que vous avez le désir un jour d'enseigner? Peut-être un jour, c'est quand je vais moins travailler, Ouais. c'est sûr que ça demande quand même du temps de Oui. donner de l'enseignement, mais j'avais déjà fait une formation dans le temps du classique qui m'avait permis d'avoir j'avais suivi un cours d'enseignement de violon avec le mouvement Vivaldi. Ça fait longtemps, mais c'est sûr que je pourrais enseigner. J'avais eu l'idée peut-être de faire des cours en ligne à un moment donné ou des choses comme ça, là, parce que, évidemment, se déplacer chez les gens ou que les gens viennent à la maison, pour l'instant, ça prend beaucoup de temps Ouais. pour moi, mais un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Mais Justement, qu'est-ce que ça prend comme aptitude pour quelqu'un pour jouer du violon et qu'est-ce que ça prend comme aptitude pour quelqu'un qui l'enseigne? Bonne question. On va commencer par... Qu'est-ce que ça prend pour jouer du violon? Supposons que j'aimerais ça, Martine, que mon petit garçon ou ma petite fille viennent apprendre des cours. Je suis voisin. Supposons qu'on est voisins. Puis là, on entend parler que Martine joue du violon, puis j'aimerais ça. Qu'est-ce que ça prend comme aptitude? la première, c'est ça, c'est avoir envie. Il faut vraiment que la personne veuille jouer. Ensuite, de la patience, beaucoup de patience. Et aussi, bien, c'est d'y aller, là, la question, c'était plus par rapport à qu'est-ce que ça prend pour jouer du violon? Oui, bien, supposons quelqu'un qui veut l'apprendre et aussi quelqu'un qui veut l'enseigner. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, ça pour l'apprendre, là, faut pas être pressé. Faut pratiquer. Faut jouer, là, comment dire, faut pas vouloir aller trop vite, puis de tout de suite vouloir jouer le morceau là, rapidement. Faut y aller petit bout par petit bout, prendre le temps de bien sortir nos notes. En tout cas, il y a plusieurs choses. Puis pour l'enseigner, mais ça prend quand même une technique pour bien montrer comment tenir l'archet, comment faire des beaux sons, comment... Donc, patience, patience et patience. Dans les deux côtés, c'est ça. Hein. Est-ce qu'il faut en écouter beaucoup? Est-ce qu'il faut écouter beaucoup de musique? C'est mieux? Je pense que oui. Pour avoir les pièces dans la tête, je pense qu'il faut en écouter beaucoup. Moi, j'en écoute beaucoup, en tout cas. Oui. Les conseils des amis, est-ce que pour toi, ça a été important de suivre les joueurs, les bons joueurs? Est-ce qu'il faut rechercher ça? Ah oui. Ah oui? Oui. Bien, au début, ça m'intimidait, les bons joueurs, parce que là, tu te regardes, tu te dis, mon Dieu, OK, je suis pas là pantoute, moi, là j'ai des croûtes à manger, là, faut que je pratique. Mais en même temps, ça motive. Moi, il y avait... j'oublie son nom. Jacqueline Guérette. Oui, M. Guérette, oui. Bon, lui, pour moi, au début, c'était quelqu'un là, d'extraordinairement bon et il est encore très bon. Oui. Mais aujourd'hui, je vais faire un petit spectacle avec lui. Là, Fait que pour moi, c'est une grande fierté là, de dire que je peux jouer avec lui maintenant. Mais quand j'ai commencé, je me voyais pas du tout là, faire ça.
Puis on est allé à des festivals en Ontario aussi de musique. Puis là, il y avait des joueurs extraordinaires, là. C'est de voir toute la capacité de ces gens-là à jouer, la facilité qu'ils ont à jouer du violon. C'est très motivant de les voir aller, là. Est-ce qu'on pourrait dire que ça développe une certaine magie? Ces joueurs-là développent une certaine magie, vous devenez fasciné. Rien que les voir, c'est un spectacle comme tel. Ah, ben, c'est sûr. Puis d'avoir la chance de jouer avec ces gens-là aussi. Oui, vous avez la chance de les côtoyer. Oui, comme Calvin Vollrath. Oui. Il y en a qui le connaissent peut-être, mais c'est un extraordinaire joueur de violon. Puis j'ai eu la chance de jouer avec lui des pièces. Là, racontez-nous. Vous avez... Ça, c'est par des échanges, par des contacts? C'est à Pembroke, quand on allait dans le festival en Ontario. Oui. Puis, en fait, c'est un concours. C'est un concours de violon et de danse, mais tout le monde campe ensemble dans un parc. Un genre de festival? Oui, si on peut dire que c'est comme un festival, mais c'est des concours, mais les gens se regroupent pour jouer ensemble sous des tentes. OK. Il y a des soirées. Les arrière-scènes, là. Oui, c'est ça. Racontez-nous. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer des joueurs merveilleux, là, comme Calvin Vollrath. Germain Leduc, évidemment qu'on le connaît, mais là, je l'ai connu encore plus. Shane Cook. C'est des joueurs vraiment très bons qui se démarquent dans la musique traditionnelle. Fait que j'ai appris beaucoup d'eux, puis j'ai eu la chance justement de les côtoyer de près, d'échanger avec eux, puis de jouer. Vous échangez avec ces joueurs-là, est-ce que la langue peut être une barrière ou si dans votre cas ça a bien été, vous faites des gestes, puis... un dos en anglais puis en français, c'est le même, là? On fait un beau sourire, puis ça se démarque beaucoup plus. Ah oui? Le sourire. Ça communique mieux. Oui. Oui. Ah, ben c'est bien ça. Hey, fait que vous avez eu la chance de rencontrer ces grands-là. Et est-ce que ça vous a motivé, justement, pour continuer? Est-ce que bien ça... sûr. Ah oui? C'est sûr. Oui. Quand tu reviens de des rencontres avec des joueurs comme ça, d'entendre la musique plein les oreilles de même, mais tu reviens chez vous et tu as juste le goût d'en apprendre plus, puis plus, puis de... Oui. Est-ce que vous avez eu la chance d'enregistrer ou de filmer un peu les techniques de ces gens-là? Ben, je pense que je prenais pas le temps d'enregistrer. J'écoutais, j'étais trop fascinée. Trop fascinée, là. Mais vous avez quand même enregistré. Ben, j'ai enregistré ça dans ma mémoire. Oui, hein? C'est sûr. Oui, ça avait le fait que vous aimez tellement ça. Ben oui. Martine Hébert, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mon nom est Martine Hébert, je suis violoniste et je suis accompagnée de mon ami Guy Paré. Et on va enchaîner 2 pièces, Angus Campbell et Mittens Breakdown.
Monsieur Sylvain Rodrigue, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Monsieur Rodrigue, on est ici à Grondines, on est dans votre univers, l'univers de l'harmonica, un super instrument de musique, un instrument qu'on peut faire plusieurs styles de musique, puis il peut s'accompagner à beaucoup de choses, tout ça. On va parler justement de cet instrument-là, la fabrication, c'est-à-dire comment ça fonctionne cet instrument-là, puis les types d'harmonica. Alors, on y va avec ça, on commence là... D'abord, cet instrument-là, on a parlé un petit peu lors d'une précédente entrevue que, bon, un peu les matériaux, comment c'est à fabriquer. Maintenant, on va parler des types d'harmonica. Oui. Alors, allons-y. Le premier harmonica né, c'est le diatonique qu'on regardait tantôt. Le deuxième, chromatique, 1910 pour être précis, parce que lui donnait pas toutes les notes. On a inventé un qui donnait toutes les notes. Mais moi, aujourd'hui, je joue comme ça, je joue chromatique, sur un diatonique. Je joue dans tous les tons sur un petit, comme lui. Bref, c'est l'évolution de l'instrument. Après ça, la même année, 1910, on a inventé des instruments orchestraux. Basse. La basse couvre le même registre qu'une contrebasse. Même note. Est-ce qu'on peut voir un peu une petite démonstration de ça? Bien sûr. C'est-à-dire le faire entendre? Vous ouvrez une porte de notre enfance. Il y avait des petits bonhommes à la télévision que souvent on entendait des drôles de bruits, des drôles de sons, des drôles de notes. Ouais. Et c'était cet instrument-là. Oui, Walt Disney l'a utilisé. Puis même, vous connaissez, pour les gens qui sont un peu plus vieux, le thème des arpents verts dans le début des années 60. Oui. On jouait de l'harmonica dans plein de vieux films de Walt Disney. Ouais. On utilisait l'harmonica basse. Donc, il n'y avait pas de synthétiseur dans le temps. Il n'y avait surtout pas d'ordinateur pour faire ça. Donc, c'était les vrais instruments qu'on entendait. Dans les films des années 50, 60, 70 et même 80, probablement. Ah oui. J'ai même entendu un jour de l'harmonica basse dans l'émission Skippy. Quand on était tout petit, on avait cette émission-là. Il y avait de l'harmonica basse dans Skippy, puis dans certains films de Walt Disney. Oui. Même les Beatles ont utilisé l'harmonica basse. Ah, oui. Simon et Garfunkel ont utilisé l'harmonica basse. C'est encore disponible aujourd'hui, ce genre d'instrument-là? Oui, mais c'est pas donné, là. Il faut le commander. On parle de... Bon, c'est entre 1000 et 3000, ça dépend de l'instrument. Ah oui. Lui, c'est un instrument que j'ai acheté d'un ancien Harmonicats. Les Harmonicats, c'est le trio le plus célèbre au monde. Puis, à un moment donné, un des remplaçants a vendu son instrument, puis moi, je l'ai acheté, mais il était déjà décédé, le monsieur. Ouais. Mais j'ai acheté son instrument, puis je suis très fier de le jouer parce qu'il va vraiment bien. Vous en servez encore aujourd'hui dans des spectacles? Il date des années 40, celui-là. Oui, mais vous faites des spectacles avec ça aujourd'hui? Oui. Dernièrement, j'ai joué à Deschambault avec cet instrument-là. Oui. J'en ai un autre à vous montrer. Oui. L'harmonica à accords. Lui est né, quelques années plus tard. Wow! Il est intéressant parce qu'il y a 48 accords répertoriés, mais je peux en faire plus avec. Si j'extensionne ma bouche, je vais vous faire entendre. Ah oui! Si je fais un accord de Do maintenant, je peux déborder légèrement en plaçant ma langue à un endroit précis pour éteindre une note, puis je déborde sur l'accord suivant, ça va me donner un Do majeur 7, une couleur plutôt jazz. Je peux déborder de l'autre bord, je vais avoir un majeur 6. Si je vais sur le deck d'en bas, j'ai des accords mineurs.
Incroyable. Voulez-vous que je vous en joue un petit extrait? Ben oui. Wow. Ça sonne un peu comme un accordéon, hein? Oui, exactement. Ici, dernièrement, est né un petit frère, mais un descendant. Lui, il fait des basses et puis des accords. Il fait les deux. Il est très intéressant en sens que... 1, 2, 3, 1, 2. Hey, j'en aurais encore un plein de tiroirs. Là, ici, on a une invention qui est moitié moins grande. Les Chinois ont inventé une corde, on appelle ça une corde, mais 2 fois plus petite. Ici, il y a aussi cet hybride-là qu'on appelle la cordette 20, comme celui-là, mais en plus ancien. Lui est plus ancien que lui. Lui est plus récent. Fait que lui est moins, il a moins d'accords, lui il en a plus. Il les a toutes, lui. Donc, un peu comme une main gauche d'accordéon, hein? Un petit peu. C'est un peu ça. Et on a aussi cet vieil instrument-là qui n'existe plus. Lui, c'est un instrument chromatique. On voyait beaucoup ça dans les années 30, 40. N'existe plus. Bref, il y en a plein. Il y en a plein. Je pourrais vous en présenter jusqu'à demain matin. Ils ont tout le temps une petite particularité. Alors, M. Sylvain Rodrigue, merci beaucoup. Plaisir.
pas la bonne traque. Admettons que vous n'avez rien entendu, OK? On fait la dernière note, OK? Merci, c'est tellement gentil. Non, ça va bien. Faut que je m'en monte les culottes après, pas le choix. Congress.
dans les yeux, c'est pas des jokes. Je vous vois même pas. Ouais. Bon, on va y aller. 1, 2, 3, 4. Monsieur François Dumas, bonjour. Bonjour. On a parlé lors d'une précédente entrevue que, que François a des idoles, des gens à lesquels c'est une référence pour lui. On a parlé des rencontres aussi avec Tinoir Joyal. C'est justement, c'est qui les idoles? C'est qui que François dit, ah ben moi, lui, là, c'est pas mal dans mon style, j'aime bien. On les a nommés un peu. Y en a-tu d'autres joueurs? Est-ce que la plupart de ces maîtres-là, ça serait qui? Bien, si on fait abstraction de Carignan et de Tinoir Joyal, il y a Yvon Cuillerrier, il y a eu Andy Desjarlis, il y a King Gannum. Encore là, il y avait les deux frères Carignan, Marcel et Rodolphe. Il y a eu Don Masseur qui avait une émission de la télévision, ainsi de suite. La liste est longue. La liste est très, très longue. Calvin Volrad de l'Alberta, avec qui j'ai joué aussi. C'est ça. Qu'est-ce que François a comme référence? C'est-à-dire comme disque à la maison ou des choses comme ça. Est-ce que François a une bibliothèque, une grosse bibliothèque de musique? Disons, pour ce qui est des enregistrements, oui, j'en ai beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Pour ce qui est du répertoire du violon, notamment, la collection d'enregistrements que j'ai, c'est surtout les disques en vinyle. Beaucoup, beaucoup. Je dirais que j'ai au-dessus de 700 longs jeux à la maison. Ah oui? Ouais. Sur le violon? La plupart, c'est tout du violon. C'est sûr, j'ai de l'accordéon aussi. En plus de la collection de mon père, les disques de guitare que mon père avait, c'est moi qui ai hérité de ça. Mais en grande partie, je dirais la quasi-totalité de ce que j'ai, c'est tout du violon. C'est du 78 et du 33 tours? Des 78, j'en ai pas à tonnes. Des 45 tours, j'en ai quelques-uns. Des 33 tours, beaucoup. C'est intéressant, vous nommez, il y avait aussi du folklore sur 45 tours. Oui. Ça, c'est surprenant parce
On connaît le folklore sur le 33 tours, évidemment. Oui, Sur notre époque, si on peut Oui, dire. oui. Mais il y en avait aussi sur 45 tours. Oui, il y en a eu sur 45 tours. Ouais. Oui. Une pièce de chaque côté. Puis la plupart des grands interprètes, avant de faire des 33 tours, le 78 tours venait d'arrêter. Fait qu'il OK, il changeait le format. il enregistrait là-dessus, puis ça se passait plus facilement. Et puis, c'est ça. Les premiers enregistrements des grands interprètes, on retrouve des 45 tours. C'est intéressant. Et est-ce que François fait encore de l'écoute? Beaucoup. Ah oui? Oui. Si c'est pas dans la maison chez nous, j'ai toujours de la musique dans l'auto. Tout le temps. Si je peux pas jouer du violon une journée, il faut que j'en écoute. Ah oui? C'est viscéral. Ça me prend ça. J'ai besoin de ça. C'est un moyen d'évasion? Exactement. Ah oui? Puis pour être plus précis même, je pourrais dire, quand je revenais de l'école, je faisais mes devoirs en écoutant de la musique. Puis c'est ça. Il y a toujours de la musique à la maison, tout le temps. Est-ce qu'il arrive sur une pièce que ça fait peut-être, je sais pas moi, une centaine de fois que vous écoutez, que vous redécouvrez encore des nouvelles choses dans la même pièce? Ah ouais. Est-ce que ça se pourrait? Ah oui? Ah oui, ça se peut. Ah ouais? C'est bien possible. Et puis, il y a toujours la pièce en question, les petites affaires qu'on découvre. Des fois, c'est juste assez. Il y a un état d'euphorie qui va s'emparer de nous autres, là. Oui. Puis, des fois, il y a des morceaux que ça fait des années que j'entends. Puis, je peux pas m'empêcher, à un moment donné, je me mets à pleurer. On pleure pas parce qu'on s'est fait mal, là, mais c'est parce que ça touche quelque chose en dedans. Puis c'est bien dur à expliquer. Est-ce que ça pourrait faire revivre des souvenirs du passé? Dire, hey, Beaucoup. ma tante, je vois ça quand elle était Oui. au jour de l'an. Aussi, c'est c'est ça. Ou bien telle pièce, mettons, fait penser à telle chose. Ouais, tel party. C'est ça. Par exemple, mettons, on va jouer de telle pièce. Ah, mettons, un tel aimait ça, il aimait ça accompagner ça, par exemple. Jouer de la guitare ou du piano là-dessus. Ainsi de suite. C'était la pièce fétiche d'un autre, etc. Il y a beaucoup d'histoires de rattachées à chaque pièce. Et le jeune François, bon, si on s'en va un petit peu plus loin, là, vers la vingtaine, vers la trentaine, a fait beaucoup de spectacles parce que qu'est-ce qui en est devenu? Qu'est-ce qui a fait que François a commencé à faire des spectacles? Ah, bien encore là, comme je te disais tout à l'heure, les autres entrevues, le bouche à oreille a joué beaucoup. Puis en même temps, il y a eu les personnes avec qui je me tenais, d'autres grands joueurs. Je faisais partie de la QLF de Québec, l'Association québécoise de musique folklorique. Oui. J'ai joué du violon là souvent. Des fois, je faisais de l'accompagnement aussi sur d'autres instruments. J'ai fait beaucoup de spectacles là. Et puis, par chez nous, sur la Rive-Sud, il y a un endroit qu'on appelle la cabane à pierre. Je jouais du violon dans une cabane à sucre touristique. J'étais pas premier musicien, mais j'étais premier remplaçant. Fait que j'y allais souvent. Et puis, de fil en aiguille, c'est ces petits endroits-là qui m'ont propulsé un peu partout. Un petit peu comme les dépisteurs de la Ligue nationale. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous avez dit, François, que vous avez accompagné des gens, donc vous ne jouez pas que du violon. Non, je joue pas juste du violon. Vous jouez d'autres instruments. Guitare, Oui. contrebasse et de la basse électrique aussi. C'est des instruments à cordes. Mm-hmm. Est-ce que les cordes sont positionnées de la même façon? Pas du tout. Ah, Pas non? du tout. Pas du tout. La guitare, premièrement, c'était le seul point commun qu'on peut dire avec le violon, c'est que les quatre
plus grosses cordes de la guitare, c'est les mêmes notes qu'un violon. Sol, Ré, La, Mi. C'est le seul point commun. Les deux autres cordes, c'est pas ça. Le doigté est complètement différent. Puis la manière de prendre l'instrument est différente aussi. Mais François, c'est intéressant. Donc, vous n'avez pas juste fait quelque chose au violon, vous faites quelque chose avec d'autres instruments. Mais comment c'est venu, ça? Encore là, c'est mon père. La guitare, il m'a montré mon premier accord et puis je le regardais beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que pour l'accompagnement, j'écoutais quelque chose puis j'essayais de suivre, comme lui. J'essayais de suivre ce que j'entendais, accompagner la musique. Et puis, ainsi de suite, bien là, j'ai été capable de jouer de la guitare. De la basse, c'était la même chose. J'ai tout appris ça par moi-même. Est-ce que François a eu quand même quelques professeurs ou quelques amis qui ont donné des conseils ou des techniques de base ou simplement à force d'avoir la détermination? Bien, c'était la même chose que pour le violon. J'ai pas eu de professeur. La seule chose que je peux dire, c'est que j'avais des amis qui jouaient les mêmes instruments que moi. De la guitare, de la basse ou de la contrebasse. Fait que quand on se rencontrait, bien, à un moment donné, c'est un qui jouait du violon, l'autre jouait de la guitare, l'autre jouait de la contrebasse, puis ça tournait comme ça. C'était toujours de même. Donc, c'était comme ça, à force de vouloir, à force de Exactement, pratiquer. la seule volonté. Ouais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Gaétan Morissette, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. On parle justement de la fabrication d'un tambour à maillotche. Alors, on est dans le vif du sujet. Comment ça fonctionne? Comment ça marche, un tambour à maillotche? Donc, on a commencé lors de précédentes entrevues l'explication. Alors, on était dans le frame, si on peut dire, en bois, hein, le frame du tambour. Le cadre, on appelle ça un Ouais, cadre. le Ben, cadre. un frame. Oh, oui, un frame où il y en a qui disaient un rime. Ah, C'est ouais, pour un anglicisme, mais ouais. c'est un frame ou un cadre circulaire qu'on dit. Qui est la base, autrement dit, qui tient tout le stock, si on peut dire. Qui est le squelette. Bon, là, on a le squelette. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Comment ça fonctionne? Ben, un tambour, toutes les percussions, que ce soit une batterie moderne, toutes les percussions dans le monde de la musique, c'est une vibration sur une peau. C'est une peau animale, à l'époque, une peau animale. Maintenant, il y a des peaux synthétiques. C'est l'un des plus vieux instruments de musique de l'humanité, le tambour. Ils peuvent remonter ça à des milliers d'années. Tous les peuples sur la Terre se sont fait des tambours. Nous, notre tambour, bon, on a fait le cadre. Tantôt qu'on parlait, le cadre, ça, c'est le squelette du tambour. Mais là, après, si on prend le tambour ici, c'est ce tambour qui est terminé, on voit qu'il y a une peau. La peau, de quelle façon qu'elle tient, c'est que on doit prendre une pièce de métal qui est comme une tige. C'est une tige de métal qu'on peut acheter dans la région. Moi, je les achète chez Vol à Saint-Marc. Là. Puis là, on prend notre mesure que ça prend pour mettre sur le cadre ici. Si on peut dire, Gaétan, c'est une tige filetée. Si on Non, peut dire. non, c'est pas Non, la tige pas du filetée. tout. Non, Ah. c'est pas la tige filetée. La tige filetée va servir à faire les crochets. OK. Pour que le boulon puisse s'accrocher à la tige filetée. Mais ça, c'est une tige qui est lisse. Ah, elle n'a pas de filet. Non, elle est comme un crayon. D'accord. Comme un Ouais. crayon. OK. Puis là, quand on va à l'école puis qu'on apprend le chiffre 3.1416, le nombre pi, là, quand on va à l'école, des fois, on dit à quoi que ça va servir. Donc, ça sert à quelque chose. Bien, ça sert entre autres à ça parce que le chiffre 3.1416 permet d'avoir, si on a un diamètre, si, mettons que je donne un exemple, c'est 16 pouces, mais là, si on dit 16 pouces fois 3.1416, ça va donner la circonférence. Fait que là, on commence avec ça, on mesure notre cadre.
Fait que là, on peut savoir combien long qu'on va avoir de tige. OK? C'est ça, vous me suivez. Ah oui. Là, ensuite, il faut mettre la tige circulaire. Fait que là, il y a plusieurs méthodes. On peut prendre une étau, puis là, on se met à plier tranquillement. Mais moi, ce que je fais, moi, j'ai une méthode ancienne. Je prends mon banc de scie, puis j'ai des trous ronds, puis je rentre la tige, puis là, je plie tranquillement. OK? Pour arriver, là, j'en ai pas qui sont pas cousus, mais ici, vous allez voir, si j'utilise ça, c'est une peau qui a été cousue sur le cercle de métal. Vous voyez, le cercle, là, la tige est devenue ronde. OK? Puis il faut que la tige soit un petit peu plus... que le cercle de métal soit un petit peu plus grand que le cadre de bois. Parce que quand on va venir accrocher les crochets pour tendre la peau, il faut que le cercle de métal glisse à l'extérieur du cadre. Donc, la tige sert à faire une espèce de base pour soutenir la peau, Oui, autrement dit. exactement. OK. D'accord. Là, ensuite, quand on a... ben là, il faut que je mentionne aussi la tige, quand on la met circulaire, les deux extrémités, il faut les faire souder par un soudeur. Ouais. Il faut soit aller dans un commerce ou si on a une connaissance pour que ça se tienne. Une fois que c'est soudé, c'est très solide. Là, ensuite, il faut mettre une peau là-dessus. Puis il faut que la peau tienne. Moi, j'ai comme plusieurs peaux. Ça, c'est une peau de coyote que j'ai... Parce que j'ai fait des tambours avec des peaux de coyote. Mais mettons, pour donner un exemple, ça, c'est une peau qui n'est pas encore sur un tambour. Mais là, il faut s'imaginer le cercle de métal ici. Il faut plier la peau. Il faut la mouiller avec un pulvérisateur parce que il faut qu'elle soit détendue. Parce que quand elle va ressécher, il ne faut pas qu'elle serre trop. Parce que si elle serre trop, le tambour n'aura pas un beau son, il va avoir un son bing-bing. Puis là, on prend, mettons que je mets ça ici, là. Je mets ça ici, vous avez vu la peau. Juste avant d'aller plus loin, les peaux, il y a plusieurs modèles de peaux. Comme ça, c'est des peaux d'agneau que je fais venir de l'Irlande. T'sais, Internet, ça sert, hein? C'est le fun. Fait que ça, c'est en Irlande, ils mettent beaucoup de peaux d'agneau, c'est le bébé du mouton. Puis quand ils vendent les moutons pour faire de la viande, bien, ils récupèrent les peaux. Fait qu'on peut acheter les peaux sur l'Internet. Ça, ces peaux-là, ici, ça, c'est un projet à long terme. C'est que c'est des Irlandais de l'Ontario qui m'ont vendu des peaux de chèvre, mais qui font tremper dans une recette secrète d'huile essentielle, puis tout ça. La peau est plus molle. Fait que possiblement que ça va donner un meilleur son. Bon, justement, l'influence là, du type de peau, là, ça joue beaucoup. Oui, ça joue sur le son. Si je monte, je peux me déplacer, oui, je monte. Ici, les tambours modernes, il y a beaucoup de tambours irlandais qui sont vendus sur l'Internet et partout. Ça, c'est un tambour de style irlandais. Le cadre est plus large, puis c'est du contreplaqué. C'est pas une planche, c'est du contreplaqué, mais c'est une peau synthétique. Fait que le son est différent. Fait que selon le son qu'on veut avoir, on peut... En tout cas, la peau conditionne le son, la sorte de peau. Fait que, tu sais, puis il y a des tannages, il y a des recettes de tannage. Si on vient à la peau, une fois qu'on a notre cercle de métal soudé puis qu'on a la peau, là, il faut... attends, faut que je trouve... ma petite... bon. Il faut la coudre. Fait qu'on coud ça avec du fil qui est ciré. Ça, c'est du fil de lin. Mais avant, c'était comme un fil qui était un petit peu plus gros. Mais ça prend un fil qui est ciré pour pas qu'il vienne mou puis qu'il sorte. Puis là, on prend notre peau de même avec notre cercle de métal. Puis là, il faut s'imaginer que cette peau-là n'est pas là. Puis là, on plie de cette façon-là. Je prends aussi des épingles à linge, OK? Puis avant, il ne faut pas oublier de dire, on met le cercle sur la peau, puis avec une paire de ciseaux, on marque au crayon, on laisse à peu près 2 pouces excédentaires, puis on découpe toute notre peau pour qu'elle vienne s'ajuster au tambour. Puis là, on plie, fait que ça fait un beau cercle. Puis là, avec un haleine de cordonnier, on met le fil. On peut aussi pré-percer avec un poinçon de cordonnier. Ou, moi, ce que j'aime mieux maintenant, à la place de prendre la laine de cordonnier, je prends une aiguille à coudre géante.
en même temps. On perce le trou. Fait que là, on s'en va. On fait un nœud. On se tasse à peu près 1,5 pouce à 3/4 de pouce, 3-4 cm, 2-3-4 cm. On essaye de rester égal. Puis là, on pique, on passe la corde, on pique à côté, on passe la corde, on vient. Fait que c'est un travail de moine. Si vous voyez, j'en ai fait un il y a 2 semaines. J'ai fait une réparation pour un monsieur de Saint-Raymond. C'est lui ici. J'avais reçu le tambour sans peau. Puis là, vous voyez, là, j'ai mis une peau neuve. Puis là, il faut prendre son temps. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas être dérangé. Puis là, on pique, on passe la corde, on retasse, on vient pour avoir une double couture, c'est plus fort. Puis ensuite, on s'en retasse, puis là, on fait le tour. Puis au bout de 4-5 heures, la peau est complètement cousue. Donc, tous ces petits détails font que ça a une influence sur le son, la force du son. Oui, puis la résistance de la peau aussi. Ouais. Tu sais, parce que la peau, ce tambour-là, peut-être qu'il va jouer pendant 20 ans avec sa peau, tu sais. Ouais. Dans le fond, c'est un peu comme nos souliers, ça use, il faut remplacer la peau de temps en temps. Monsieur Gaétan Morissette, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jérémy Plot et je vais vous interpréter Le Petit Prince Charles accompagné de mon ami Gaétan Lefebvre. C'est parti!